Commencer? Merci beaucoup, Karine. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, on s'excuse, on a eu quelques petits problèmes techniques. Bertrand est bien parmi nous, mais il est par téléphone puisqu'il a un petit problème avec son PC. Nous nous en excusons d'avance. Néanmoins, il réussira à faire la présentation. Alors, très rapidement, on est ravis de pouvoir vous parler de ce projet. CSI a été pionnier mandaté par l'entreprise Corian. Donc, c'est important pour nous de partager cette expérience avec vous parce que c'est une expérience sur laquelle on est fier, sur laquelle on retrouve certaines convictions que nous avons depuis longtemps, à savoir comment on peut mieux favoriser la mobilité volontaire sécurisée dans notre pays. Et c'est aussi une expérience qui nous tient à cœur tout particulièrement avec Nadège Plou, parce que pour ne rien vous cacher, on a eu l'idée de transition collective avant même que le dispositif ne puisse exister. Lorsqu'on menait ensemble, on était dans l'équipe projet sur l'attractivité des métiers du grand âge dans le cadre d'un rapport qui avait été remis à Agnès Buzyn en octobre 2019, dont je pilotais le rapport. Et donc, notre réflexion à l'époque était de se dire, on a 60 000 offres d'emploi non pourvues dans ce secteur dans des métiers qui sont des métiers d'avenir, qui ont du sens, des métiers non délocalisables dont on a besoin France entière, avec en plus une population qui est une chance pour le pays, mais donc un besoin de main-d'œuvre encore plus important dans ce secteur-là. Et à l'époque, donc en octobre 2019, avant la crise de la Covid, nous avions commencé à prendre attache, par exemple, avec la Fédération de la grande distribution, en se disant, il y a certains métiers qui subissent des fortes mutations, des fortes transformations. Comment nous pouvons réussir à orienter ces femmes et ces hommes vers des secteurs qui recrutent s'ils ont envie de prendre soin, d'être dans des métiers de l'empathie et du lien social, qui est bien évidemment un élément extrêmement important pour aller s'orienter vers ces métiers. Alors, l'enjeu aujourd'hui n'est pas de vous parler que des métiers du grand âge. C'est une expérience qu'on a portée sur les métiers du grand âge. Et donc, pour moi, c'est important de vous dire un peu la genèse de ce projet, puisque après le rapport, vous le savez, on a eu donc la crise du Covid et Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, et je crois que c'est essentiel de le rappeler, ont inventé le dispositif Transition collective, dont la circulaire est sortie en janvier dernier, qui vise, avec la participation de l'État, des partenaires sociaux, notamment à travers AT Pro et Transition Pro, de pouvoir participer au financement de mobilité volontaire sécurisée, donc de salariés qui seraient dans des secteurs fragilisés et qui souhaiteraient avoir une reconversion dans des métiers en tension. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Bertrand. Pour notre part, on a déposé un dossier fin décembre. Notre dossier a été retenu et il a été mis en œuvre. C'est cela qu'on veut vous raconter ce matin. Bertrand, je te laisse commencer sur notamment quel est le principe autour de transition collective et le projet passerelle tout particulièrement. Bon, merci Myriam, vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Bon, merci Myriam, bonjour à tous. Myriam, n'hésite pas à m'interrompre et à compléter et à enrichir ce que je vais dire. Donc, je vais vous faire cette présentation du projet Passerelle. Alors, un petit peu à l'aveugle, donc, puisque je suis par téléphone, hein, je vous demande de bien vouloir m'excuser. On peut peut-être passer directement à la slide 3. Peut-être, si On vous y voulez est. bien, est-ce que vous l'avez? Voilà. Oui, on y est. Donc déjà, alors, le principe général de l'opération, il a été un petit peu indiqué déjà par Myriam, c'est finalement, vous avez une entreprise qu'on va appeler entreprise cible, qui souhaite recruter sur des salariés sur des métiers en tension, moyennant le cas échéant, donc un parcours de formation adapté. Bon, donc il s'agit d'un acte de reconversion généralement, hein, ce n'est pas une entreprise qui se trouve dans le même secteur que l'entreprise initiale du salarié. Alors, le deuxième élément, il y a des salariés d'une autre entreprise, donc une entreprise qu'on va appeler source, qui sont généralement donc, dans un autre secteur économique, sur d'autres métiers, et qui sont sur des emplois, disons, fragilisés. Donc fragilisés pour des raisons technologiques, pour des raisons d'évolution du marché. Alors bon, je vous donne un exemple typique, les hôtesses de caisse dans des grands magasins, dans des supermarchés, sont typiquement des emplois fragilisés. Je crois que ça fait
à peu près un consensus, y compris chez les organisations syndicales. Donc, des salariés d'une autre entreprise sont volontaires pour évoluer professionnellement vers les emplois que propose l'entreprise cible. Et puis, dès l'entrée du parcours, pour aller dans l'entreprise cible, ils bénéficient de la part de l'entreprise cible d'une promesse d'embauche en CDI conditionnée au succès de la formation. Voilà le principe général. Alors, si on passe à la slide suivante, Justement, quels sont les enjeux pour les entreprises participantes? Voilà, donc ça c'est la slide 4. Alors, pour l'entreprise source, bon, c'est une entreprise qui, alors, par exemple, connaît une baisse d'activité, qui souhaite faire une restructuration mais à froid, c'est-à-dire hors PSE, et dans ce cas, transition collective, donc passerelle, peut être un moyen parmi d'autres de réduire la masse salariale donc à froid sans passer par un PSE. Par les temps qui courent, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des engagements soit en termes de GPEC, soit des engagements un peu politiques du directeur général de ne pas procéder à des PSE. Donc dans ce cadre, évidemment, transition collective peut être un outil parmi d'autres pour éviter un PSE tout en diminuant les effectifs. Donc ça peut être une entreprise qui connaît une baisse d'activité, qui est en restructuration, ou alors qui souhaite tout simplement ouvrir de nouvelles perspectives externes, de mobilité externe à ses collaborateurs, dans le cadre d'une démarche du type RSE, via finalement une variante d'un accord de mobilité d'une certaine manière. Et elle souhaite encourager la mobilité externe de ses salariés vers des emplois qui ont du sens et qui sont en CDI. Alors l'entreprise d'accueil, l'entreprise cible, donc typiquement c'est quoi? C'est plutôt c'est une entreprise qui est en recherche de personnel, donc qui est dans des secteurs à forte demande, qui souhaite valoriser sa promesse employeur, et puis c'est aussi une façon aussi de se faire connaître, de faire connaître ses métiers et de susciter des vocations sur ces métiers. Il y a une dimension communication dans cette affaire, c'est évident. Donc voilà les principaux enjeux pour les entreprises participantes. Et très concrètement, dans le cadre du projet Passerelle que nous avons mené, nous avons fait l'entreprise source. Les entreprises sources étaient les entreprises de Richebourg et les entreprises Monoprix. Et l'entreprise d'accueil était l'entreprise Corian qui nous avait mandaté autour de ce projet. Je te laisse dérouler sur le principe, Bertrand. Voilà. Alors, maintenant, on avance un petit peu sur le principe. Donc, c'est la slide 5. On va progressivement rentrer dans le détail des opérations. Donc, c'est quoi? C'est un dispositif qui facilite les mobilités externes. Donc, il permet d'éviter les ruptures de parcours, passage par Pôle emploi, après, suite à un PSE. Je rappelle, dans un PSE, souvent, il y a facilement 40-50% des personnes qui, en fait, ne trouvent pas de solution à l'issue de l'accompagnement de l'outplacement. Donc, on est sur une mobilité à caractère volontaire du salarié, mais également sur un accompagnement humain et qualitatif, c'est-à-dire que on sait pas simplement, on n'envoie pas les gens comme ça simplement en formation sans les suivre. Ils sont suivis tout au long du parcours qui peut durer un certain temps. Donc c'est un processus de reconversion professionnelle sécurisant puisque le salarié donc dispose d'un droit au retour exactement comme ce que prévoit le Code du travail, la mobilité volontaire sécurisée. Donc il y a un droit au retour et il bénéficie d'un accompagnement personnalisé tout au long de son parcours. Alors les modalités de formation sont adaptées au profil de chacun et à ses compétences initiales. Alors on peut imaginer des formations en externe, évidemment, donc on passe par un organisme de formation et la personne est stagiaire, donc à le statut stagiaire, mais on privilégie souvent plutôt des actions de formation en situation de travail ou alors de la VAE. Mais tout ça pouvant évidemment se combiner. Voilà. En général, ce n'est pas que AFES, que formation externe ou que VAE. Et alors, autre principe, le financement est partagé entre plusieurs acteurs. C'est-à-dire que le financement, en fait, il y a deux types de choses à financer. Il y a évidemment le maintien des salaires pendant la durée du parcours de formation, et puis les actes de formation, l'accompagnement, etc. Ce financement est partagé entre l'État, l'entreprise source et l'entreprise cible. Donc ça, c'est une particularité de ce qu'on met en place par nous au niveau de CIACI.
C'est-à-dire que on identifie une entreprise cible qui va participer au financement de l'ensemble. C'est-à-dire que le financement de l'ensemble ne reposera pas que sur l'entreprise source et l'État, mais sur l'entreprise source, l'État et l'entreprise cible, qui y trouve son intérêt, puisque, je rappelle, l'entreprise cible, par définition, c'est une entreprise qui a de gros problèmes de recrutement sur les métiers en question. Alors, quel est le cadre légal de ce dispositif? En fait, il s'inscrit dans le cadre de transition collective, donc qui est comme l'a rappelé Myriam, prévu donc dans une circulaire du mois de janvier, qui fait partie du plan de relance. Donc, il est à durée limitée. Et donc, Elisabeth Borne a rappelé qu'elle voudrait le prolonger en 2022. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un dispositif qui a vocation à être éternel. Je pense en fait que ça dépendra du fait qu'il rencontre du succès ou pas. Alors, à ce stade, aujourd'hui, il y a 500 millions d'euros du FNE sur la table pour ce dispositif. Je pense que c'est important de le rappeler. Et à ce stade, en premiers salariés qui ont bénéficié, il y a les 80 que nous avons portés dans ce projet. Il y en a quelques-uns qui commencent à émerger sur certains territoires. Mais c'est vrai que voilà, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est important de le rappeler. Et les AT Pro et le cabinet de la ministre sont très moteurs sur ce dispositif. Il y a beaucoup de réunions aujourd'hui menées par les directs, par AT Pro. Donc voilà, il y a beaucoup de communication à juste titre parce qu'on est vraiment sur l'anticipation des plans sociaux. En tout cas, il y a vraiment de la place si vous souhaitez vous engager dans cette voie. Pardon, Bertrand. Voilà. Alors, oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas de problème de financement. Voilà, l'État, pour l'instant, n'a pas de problème de financement, comme vous le savez. Ça s'applique en particulier à ce cadre-là. Je pense que ça ne va pas durer. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'à partir de 2022, on va rentrer dans une période de restriction budgétaire et donc les choses seront plus compliquées. Mais en tout cas, jusqu'en 2022 et plus précisément jusqu'en avril 2022, je pense qu'effectivement, il n'y a absolument aucun problème budgétaire. Les sujets sont plutôt opérationnels, en fait. Voilà. Alors, pour terminer sur ce cadre légal, en fait, ce transition collective, c'est très exactement un PTP collectif. Alors, PTP, parcours de transition professionnelle, c'est un CIF. Et quand Myriam parle des AT Pro, vous aurez transcrit que AT Pro, en fait, ce sont les FONGECIF. On a changé les noms, mais fondamentalement, les mécanismes sont à peu près les mêmes. Donc, en fait, ce sont des CIF, c'est une collection de CIF, et donc ça veut dire que chaque salarié doit remplir le même dossier que s'il demandait un CIF, enfin un PTP maintenant, depuis la loi de 2018. Voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent évidemment ce sujet, vous allez tout de suite retrouver vos marques. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est fait dans un cadre collectif. Avec une précision, si tu permets, Bertrand, c'est que, pour ne pas faire peur, notamment aux auditeurs, c'est que nous avons le conseil en évolution professionnelle, et je peux vous assurer qu'ils jouent vraiment leur rôle dans ce cadre-là, le CEP, qui est là pour accompagner le salarié, s'assurer du caractère volontaire et pour l'aider à élaborer ce dossier. Notre rôle aussi a été d'organiser cela. Le CEP est là, c'est prévu par les partenaires sociaux au sein de Transition Collective, est là pour accompagner le salarié pour remplir son dossier. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de crainte par rapport à cela. Il y a un vrai accompagnement du salarié. Pardon. Tout à fait. Alors, maintenant, il y a un certain nombre de conditions légales qui portent sur l'entreprise source. En fait, il y a une différence entre l'entreprise cible et l'entreprise source. Pour l'entreprise cible, il n'y a pas de conditions à remplir. Il suffit d'avoir des postes vacants, il suffit de vouloir embaucher des personnes et puis de pouvoir s'engager sur une promesse d'embauche, évidemment. Mais sur l'entreprise source, il y a plusieurs conditions légales. La première, c'est d'avoir signé un accord GEPP, donc GPEC, comme on disait autrefois, ou alors signer un avenant à un accord existant qui prévoit la mise en place de transitions collectives sur des métiers identifiés comme fragilisés. Donc, c'est un accord qui, techniquement, est très simple à rédiger. C'est 2 pages. Vous en avez même un exemple qui est fourni en annexe de la fameuse circulaire de janvier. Donc, techniquement, ce n'est pas du tout compliqué. Sur le principe, les organisations syndicales, généralement, sont plutôt favorables à cette idée.
la seule petite voie de passage, évidemment, la seule petite point de difficulté qui peut apparaître, c'est qu'il faut quand même, dans cet accord, noir sur blanc, lister les métiers qui sont éligibles, c'est-à-dire des métiers fragilisés. Donc, il faut pouvoir se mettre d'accord avec les organisations syndicales pour se dire, en effet, tel métier est fragilisé, les effectifs ont vocation à diminuer dans les prochaines années. Ça peut, dans certaines entreprises où le dialogue social est assez tendu, les relations sociales sont tendues, ça peut poser des difficultés. Mais bon, il y a, nous, de ce qu'on connaît de nos clients, la plupart de nos clients ont la capacité d'identifier ces métiers et de signer un accord autour de ça. Voilà. Mais ça, il faut quand même avoir ça en tête. La deuxième condition, c'est ne pas être en PSE ou ne pas projeter un PSE pendant la période pendant laquelle vous faites ce dispositif de transition collective. Bon, pour des raisons très simples, hein, ça va de soi, c'est que l'État n'a pas voulu finalement substituer des transitions collectives à des PSE. Pardon, l'État n'a pas voulu en fait prendre en charge ce qui relèverait du reclassement d'un PSE. Quand vous êtes en PSE, l'entreprise a l'obligation de reclassement à ses propres frais et l'État ne voulait pas, évidemment, se substituer financièrement aux obligations légales de l'entreprise qui est dans un PSE. Donc ça, c'est un point important. Donc ça veut dire que la typologie des entreprises sources, ce sont des entreprises qui peuvent avoir des difficultés, des baisses de chiffre d'affaires, mais pas au point de faire un PSE. Ce sont des entreprises qui sont plutôt en transformation, avec des métiers qui évoluent, certains qui sont en décroissance, voilà, mais pas au point donc de faire un PSE. Et troisième condition, il faut que l'entreprise source arrive à identifier des salariés volontaires pour participer à l'opération. Donc là, très concrètement, dans le projet qu'on a porté avec Nadège Plou et Bertrand Martineau, c'est à travers une forme de BSI générique, un bilan de social individuel qui permet de valoriser demain, si je vais chez Corian, quelle sera ma rémunération, quels seront mes avantages, quelles seront ma qualité de vie au travail, les astreintes, les primes, etc. C'est à travers cet outil-là qu'on a communiqué, par exemple, en direction des salariés de Richebourg, très concrètement. Pardon, Bertrand. Voilà. Alors, des conditions pratiques qui portent sur l'entreprise cible. Donc, comme je vous disais, sur l'entreprise cible, il n'y a pas véritablement de conditions légales. À partir du moment où vous êtes prêt à embaucher, eh bien, il n'y a pas de conditions légales à remplir particulières. En revanche, il y a un certain nombre de conditions pratiques qui sont des conditions de succès de l'opération. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que les difficultés de recrutement portent sur des emplois plutôt à faible coût d'entrée, c'est-à-dire peu d'exigences de qualification initiale et parcours de formation d'une durée raisonnable. C'est-à-dire que je pense que ce dispositif n'est pas vraiment fait pour recruter des data scientists, des experts du marketing digital, etc. Ça peut être assez compliqué quand il vous faut un bac+5 en maths, par exemple, ça va être un peu compliqué. Donc, on est plutôt sur des formations qui doivent rester d'une durée raisonnable. On est dans la formation continue, encore une fois. Donc, comme vous le savez, en théorie, en formation continue, on peut tout faire. On peut même passer un diplôme d'ingénieur, il n'y a aucun problème. En pratique, c'est quand même assez compliqué. Transition collective, la durée du parcours cofinancé par l'État dure au maximum 24 mois. Donc, on peut imaginer des parcours qui vont jusqu'à 24 mois. En pratique, vous aurez sans doute des difficultés à envoyer des personnes en formation pendant 24 mois en formation continue, avec en plus le petit problème le problème financier qui est qu'il faut maintenir la rémunération pendant 24 mois. Et même s'il y a une prise en charge partielle de l'État, vous pensez bien que l'entreprise source risque de tiquer un peu. Donc, il vaut mieux que ce soit des emplois sur des faibles coûts d'entrée, typiquement des certificats de qualification professionnelle, des titres professionnels, plutôt de l'ordre de 300, 400, 500 heures de formation, c'est vraiment l'idéal. Au-delà, ça devient évidemment un peu compliqué. Alors, on l'a réussi, on verra dans les exemples avec Corian. On a attaqué le sujet par la face nord, c'était une profession réglementée, c'est 12 mois de formation, quelque chose de très exigeant. On a réussi pour cette profession difficile, avec un diplôme d'État à la sortie. A fortiori, on doit pouvoir réussir pour des formations plus légères, on va dire.
Donc, deuxième condition, ça j'en ai déjà parlé, une promesse d'embauche conditionnée à la réussite de la formation. Donc, c'est un point important parce que dans notre dispositif passerelle, on identifie bien une entreprise qui a une promesse d'embauche conditionnée à la réussite de la formation. C'est un élément de sécurisation supplémentaire auquel on tient énormément. Et c'est ce qui différencie aussi ce dispositif tel qu'on le pratique chez CSI du PTP, donc du CIF classique. Je rappelle, un CIF, vous avez de la formation vers un secteur qui recrute, mais vous n'avez pas une promesse d'embauche à la clé avec une entreprise bien identifiée. Donc là, vous l'avez, c'est un élément important. Troisième condition, j'en ai déjà parlé aussi, c'est une participation au financement, à la part de financement qui n'est pas prise en charge par l'État. Dans le cas de l'entreprise Corian, mais Nadège vous le dira, Corian prend en charge la partie formation, enfin en tout cas le reliquat qui n'est pas pris en charge par l'État, et l'entreprise source prend en charge le reliquat non pris en charge par l'État sur le maintien de la rémunération. On peut imaginer d'autres types de montages, mais l'idée générale, c'est que, comme je vous l'indiquais, il y a un partage du fardeau financier entre l'entreprise source, l'entreprise cible et puis l'État. Et quatrième condition, qui n'est pas du tout négligeable, c'est un sujet opérationnel, c'est une capacité d'accompagnement des salariés dans leur parcours de formation. C'est-à-dire que l'entreprise cible doit pouvoir mettre en place un tutorat, un partenariat externe, le cas échéant, avec des organismes de formation, mettre en place un dispositif d'action de formation en situation de travail. Voilà, il faut quand même une capacité assez forte à accueillir des nouvelles personnes, à les former en partie sur place, à les suivre, à les tutorer, etc. Ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent faire ça, évidemment. Et c'est un vrai gage de réussite du projet. Alors justement, Khalil Aloul nous pose la question du financement. On peut passer à la slide suivante. Bertrand, je te laisse la Voilà. présenter. Alors, c'est la slide 8. Alors, Voilà, c'est bon. donc, les projets de reconversion dont on parle, qui, je le rappelle, sont dans la limite de 24 mois, bien sûr, sont coûteux. Vous avez la formation au sens large, c'est-à-dire vous avez aussi les périodes de SAS, intermédiaires, vous avez des périodes de suivi, d'ingénierie aussi, tout ça, qui peuvent être prises dans l'enveloppe. Donc la formation au sens large, y compris les frais d'ingénierie. Et puis vous avez le maintien de la rémunération. Le maintien de la rémunération pendant toute la durée. Ça, c'est le poste le plus coûteux, évidemment. Donc, ce financement donc, est pris en charge en tout ou partie par l'État et la gestion financière est déléguée à l'association régionale ATPRO, donc ex-FONGECIF. Alors, cette quote-part de financement de l'État est fonction de la taille de l'entreprise source. Donc, c'est 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés, 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés et c'est 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Et donc, comme je vous disais, le reliquat, c'est-à-dire 0, 25% ou 60%, doit se partager entre l'entreprise cible et l'entreprise source à débattre. Le plus raisonnable, il me semble, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais encore une fois, on peut imaginer d'autres répartitions, c'est que l'entreprise source continue de financer la rémunération de ses salariés, donc en l'occurrence avec un reliquat de 60%, tout simplement parce que ce sont ses salariés quand même, ça reste ses salariés pendant cette période, et l'entreprise cible finance le reliquat, c'est-à-dire 60%, des actions de formation au sens large, encore une fois, c'est-à-dire éventuellement tous les frais d'ingénierie, etc. Voilà pour ce qui est du financement. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer enfin à la slide numéro 9, dans lequel on vous décrit en fait le détail de l'accompagnement des salariés qui sont éligibles à ce dispositif. Alors, vous avez déjà une phase d'ingénierie, en quelque sorte. Donc, il faut notamment que l'entreprise source négocie avec ses organisations syndicales un accord GEPP, le fameux accord GEPP dont je vous parlais, qui peut être aussi donc un avenant à un accord GEPP qui préexiste. Ensuite, vous avez une phase évidemment de cadrage entre les entreprises sources et cibles.
Donc, il faut se mettre d'accord sur le financement de la passerelle, la répartition des charges entre les deux entreprises et l'État. Il y a une phase de relation avec les acteurs institutionnels dont on peut s'occuper chez CFC, évidemment, de montage du dossier. Ensuite, vous avez une phase qui est cruciale, évidemment, c'est communication et promotion du dispositif dans l'entreprise source. C'est-à-dire que là, il faut, alors ça repose à la fois sur l'entreprise source et sur l'entreprise cible, cette phase-là, puisque pour que ça marche, évidemment, il faut des actions de conviction auprès des salariés, faire connaître le dispositif, et c'est là que vous avez, pour que ça fonctionne, il faut évidemment faire des réunions internes dans l'entreprise source, au niveau local, donc il faut que ce soit les managers locaux qui soient à la manœuvre. Évidemment, l'entreprise cible doit mettre en valeur ses métiers, et c'est là ce que vous rappelez, Myriam, c'est que ça peut prendre la forme de BSI, de bilan social individuel, un peu générique, qui présente les métiers sources. Donc, vous avez les conditions de travail, les conditions de rémunération, les avantages sociaux divers, pour d'abord savoir quelles sont les personnes qui seront potentiellement intéressées. Il faut que ce soit des personnes dont la rémunération est plutôt plus faible actuellement que leur perspective dans l'entreprise cible. Et donc, il faut être tout à fait transparent. La reconversion professionnelle est un acte lourd. Il faut absolument pouvoir présenter ces métiers, les métiers qui sont visés. Et puis, évidemment, ça doit se terminer par une ou plusieurs réunions d'information collective. Où on présente aussi le CEP, où on présente à la fois l'entreprise d'accueil. Enfin voilà, c'est une réunion importante et où on déroule quand même toute l'organisation du SAS d'orientation jusqu'à l'entreprise d'accueil. Pardon. Voilà. Et donc là, il faut que l'entreprise d'accueil ait la capacité, évidemment, de se mobiliser au niveau de la DRH, mais aussi être capable d'envoyer des ambassadeurs, en quelque sorte, des personnes qui vont, lors de ces réunions, qui vont promouvoir leur métier, faire partager leurs convictions, etc. Donc c'est un moment évidemment important. Alors ensuite, une fois qu'un certain nombre de personnes se sont déclarées intéressées, on rentre dans la passerelle proprement dite. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de monter une phase de SAS ou d'orientation pour vérifier la motivation des personnes, vérifier quelles ont les compétences minimales requises. Alors, on parle en particulier de compétences linguistiques, compétences en français, lire, écrire. Il peut y avoir parfois des difficultés, surtout si c'est des publics d'origine étrangère ou d'origine étrangère. Donc, il y a cette phase de SAS. Alors, cette phase de SAS, dans le cas de Corian, qui vous sera présenté, on a fait appel à un organisme ad hoc qui est spécialisé sur ces métiers et qui opère en Île-de-France et qui fait le travail. On pourrait imaginer, pour des passerelles qui seraient plus simples, ne pas avoir forcément recours à un organisme externe, mais que cette phase de SAS soit opérée par l'entreprise cible directement. Mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas rater cette phase-là, cette phase de SAS et d'orientation. Alors, c'est des partenaires, je disais tout à l'heure, c'est un projet collectif, donc c'est des partenaires importants pour nous dans ce projet. Je me permets de les citer, je pense notamment à l'association INVI et à Smashuta, qui étaient aussi membres de l'équipe projet. Donc, cette histoire, elle a été mûrie de longue date, donc que je salue, à Smashuta, donc de l'association INVI, et Isabelle Navarro de INRH, qui ont été nos partenaires parce qu'elles ont une vraie connaissance, par exemple, du secteur du grand âge et que ça fait 10 ans qu'elle travaille pour des demandeurs d'emploi, notamment pour les orienter vers ces métiers. Donc, on est allé chercher les meilleurs experts, même si c'est une structure associative, j'ai même envie de dire encore plus avec une structure associative parce que ça donnait du sens aussi au projet, mais une vraie expertise métier. C'est ça que nous sommes allés chercher dans ce SAS d'orientation. Voilà, exactement. Alors, parallèlement au SAS de l'orientation, intervient le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est une étape qui est indispensable dans le cadre de transition collective, comme elle l'est d'ailleurs pour le PTP. Je rappelle que
le cadre légal de transition collective, c'est le PTP en fait. Hein. C'est un PTP collectif, c'est une collection de PTP. Donc le Conseil en évolution professionnelle intervient. Alors il intervient essentiellement sur les questions, disons, administratives, c'est-à-dire qu'il aide les salariés à remplir leur dossier, hein, qui n'est pas un dossier très simple. Encore une fois, c'est un dossier PTP. À ce stade-là, il faut aussi que l'entreprise source, donc l'entreprise qui emploie les salariés, les aide aussi, par exemple, à récolter leurs 12 derniers bulletins de salaire, des choses comme ça qui font partie du dossier. Voilà, donc le conseil en évolution professionnelle est un point important, incontournable, préalable à l'entrée dans le dispositif. Alors, comme pour un PTP, l'entrée dans le dispositif est conditionnée à un accord d'ATPRO, donc ex-FONGECIF, et donc il importe que le dossier des personnes, les dossiers des personnes soient bien remplis et que le tout soit assez convaincant. Voilà. Alors une fois que la personne a vécu cette période et a rempli son dossier, a été accepté par ATPRO, que le dossier a été validé, on rentre dans le parcours de professionnalisation proprement dit, avec deux choses en fait, des actions de formation proprement dites, hein, avec différentes modalités que je vous ai indiquées, VAE, situation de travail, alternance, etc., qu'on peut faire en fonction des caractéristiques de chaque personne, et qu'on peut adapter aussi évidemment en fonction des compétences initiales de la personne. Par exemple, une personne qui aurait un bac pro dans telle spécialité pourrait être dispensée de suivre certains modules de formation pour obtenir tel ou tel diplôme. Et puis, parallèlement, un accompagnement des salariés, donc internes ou externes. Là aussi, ça peut se débattre en fonction des caractéristiques de l'entreprise d'accueil, donc pour vérifier que tout se passe bien. Donc il faut à minima sans doute désigner un tuteur au sein de l'entreprise d'accueil. Et puis à la sortie, donc vous avez un CDI, conformément à la promesse d'embauche initiale, vous avez un CDI sur le poste cible si tout s'est bien passé. Voilà le schéma complet tel qu'il a été mis en œuvre par Siaci Saint-Honoré, donc pour le compte de l'entreprise Corian, avec donc 2 passerelles réussies, donc de Richebourg et Monoprix. Enfin, passerelles réussies, en tout cas, des personnes qui sont rentrées dans le dispositif. De Richebourg, c'est déjà fait, donc les personnes sont déjà en formation, et Monoprix, on est dans la phase du SAS d'orientation. Voilà, alors maintenant, je laisse la parole à Nadège Flou, qui est la DRH France du groupe Corian, et qui peut témoigner de la façon dont ça s'est passé, et sans doute aussi de l'intérêt pour le groupe qu'elle représente d'avoir participé à ce projet innovant. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Nadège, en 2 mots, tu es la première DRH de France à avoir mis en place Transition collective. C'est un projet que tu as mûri de longue date, on l'a dit tout à l'heure. Tu nous as fait confiance et on a été très heureux de t'accompagner sur ce projet-là. Pour toi, justement, ça peut paraître complexe. On a plein de questions, notamment de DRH, sur voilà, ce dispositif. Mais d'un autre côté, on sait que la reconversion professionnelle est compliquée dans notre pays. Justement, pour toi, aujourd'hui, en quelques mots, comment tu décrirais le dispositif propre qui a été le tien et qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui sur les salariés qui ont commencé à être accueillis chez toi? Merci Myriam et merci Bertrand. Alors quand j'écoute Bertrand, et vu que je ne suis pas une grande sportive, donc la face nord, oui, ce sujet paraît compliqué, mais en fait, c'est tellement de motivation. Et quand je vois aujourd'hui, quand je rencontre les salariés de Richebourg et les personnes de Monoprix qui ont déjà intégré les SAS d'orientation de l'établissement, on se dit que finalement, les heures qu'on a passées sur ce dossier, c'est pas grand-chose. Peut-être en préambule, de toute façon, nous n'avions pas beaucoup de choix. Corian France, c'est à peu près 26 000 salariés. Sur ces 26 000 salariés, nous recrutons 5 000 salariés en CDI sur des métiers majoritairement pénuriques, que sont les métiers de soignants, je ne vous apprends rien. Et nous recrutons 2 500 aides-soignants diplômés d'État chaque année. Force est de constater que nous n'avons pas assez d'aides-soignants en France formés, et donc nous avions déjà travaillé sur 2 dispositifs majeurs, celui de la validation des acquis pour accompagner nos équipes à évoluer sur ces métiers-là, celui de l'apprentissage
dans notre secteur, n'avions pas jusqu'à présent la possibilité de faire de l'apprentissage. C'est chose faite puisque désormais nous avons 500 apprentis sur cette fonction. Et puis, il était finalement assez évident, notamment des échanges que nous avions eus avec Myriam, avec Asma dans le cadre du groupe de travail, qu'il fallait pouvoir faire des ponts entre les activités qui pouvaient avoir des difficultés passagères ou à long terme concernant leurs emplois, et puis nous qui étions finalement dans les mêmes difficultés puisque nous ne pouvons pas prendre en charge nos patients et nos résidents sans avoir des compétences bien formées. Donc nous avons travaillé, et Bertrand l'a dit, notamment sur de la FEST. Donc je crois qu'il y a une question qui a été posée sur le fait que les personnes puissent être en activité. Donc c'est le cas chez nous, puisque nous prenons en charge pendant 14 mois la formation en milieu de travail grâce à un tuteur expérimenté donc, qui a été identifié dans nos équipes qui sont des aides-soignants. Donc ça c'est aussi très très vertueux puisque ça permet de donner à voir en fait pour nos équipes sur une possibilité d'évolution professionnelle complémentaire. Et donc nous prenons en charge pendant 14 mois avant un point majeur, qui est le sas d'orientation qui a aussi été cité, qui est finalement une semaine pendant laquelle nous faisons du pré-recrutement. Donc, on accueille les salariés, alors jusqu'à présent de Richebourg, de Monoprix, mais j'ose espérer bientôt d'autres entreprises, en ayant fait en amont un travail très minutieux et j'ose remercier Siassi pour tout ce travail-là, puisqu'on a vraiment travaillé sur un bilan social collectif pour expliquer ce qu'était le métier d'aide-soignant, ce qu'était la rémunération de ce métier, ce qu'étaient ses avantages, c'était aussi ses difficultés et puis les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est, je pense, un pass plus que nécessaire pour parler de nous face à souvent des secteurs qui ne nous connaissent pas beaucoup. Et puis, une fois qu'on a travaillé ça et qu'on a fait notre première réunion collective pour poser les bases et sécuriser finalement les salariés qui vont nous rejoindre, expliquer dans quel cadre ça se fait, puisqu'ils ne quittent pas leur employeur, ils sont détachés chez nous. On nous les confie pendant 14 mois, ils restent rattachés juridiquement à l'entreprise initiale et ils ont l'opportunité de revenir d'ailleurs si ça se passe mal au cours de ces 14 mois. Nous les prenons en charge avec à la fois du présentiel, c'est notre choix puisque c'est une fonction réglementée, donc il y a également besoin d'avoir un certain nombre de modules en salle, mais aussi de la formation milieu de travail pour une grande partie, qui conduit à de la validation des acquis avec tout un parcours digitalisé pendant ces 14 mois. Donc, pourquoi ce dispositif c'est assez naturel en fait. Il nous est paru plus qu'important de ne pas attendre des personnes qui sortent de Pôle emploi, qui sont souvent fragilisées après un PSE, et donc de plutôt être très en amont. Donc, on y voit un intérêt majeur, c'est que ces personnes-là, on leur fait confiance. Il y a un Graal que l'on donne dès le départ. Ça n'est pas une obligation légale, mais ça nous paraît plus qu'absolu. C'est donner une promesse d'embauche en amont qui finalement s'exerce une fois que la personne obtient son diplôme, donc au terme des 14 mois. Et donc, au final, cette confiance-là, il nous la redonne au centuple. Moi, j'ai encore été voir certains salariés de Richebourg dans nos établissements. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont déjà là depuis 6 mois, alors que ça fait à peine un mois qu'ils ont intégré nos établissements. Donc, il y en a 12, Nadège. Aujourd'hui, oui. Il y en a 12 qui ont intégré l'entreprise Corian depuis mai. Oui, alors pourquoi 12? Ça peut paraître peu, puisque je vous parlais de 26 000 salariés, parce qu'on n'a pas voulu faire de marketing social. On a voulu vraiment poser les bases d'un dispositif qui est aujourd'hui un socle et que l'on souhaite vraiment promouvoir chaque année. Alors j'espère que ce dispositif va être durable, puisque l'objectif est de former 200 à 400 personnes chaque année sur ces métiers par ce dispositif. Et donc, pourquoi 12 aussi? Parce qu'on a déposé un dossier, Myriam le citait, le 21 décembre, dans le cadre d'un appel à projet, sur 3 départements à ce stade pour se tester. Mais l'objectif est vraiment de mailler le territoire et de répondre à nos besoins de compétences sur la totalité du dispositif. Donc, point majeur 1, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Donc, vraiment montrer patte blanche auprès de l'entreprise initiale, expliquer qui on est, expliquer également, bien sûr, nos valeurs et la rémunération de du poste visé ou des postes visés. 2, rassurer sur le plan juridique les salariés qui pourraient intégrer ce dispositif. Et puis 3 et 3 bis, c'est à la fois ce sas d'orientation et la clé du succès, à mon avis, c'est aussi le Graal dans la poche de ce contrat de travail ou de cette promesse d'embauche qui s'exerce à la fin. Il y a une question, Nadège, notamment dans le cadre de la FES. Est-ce que tes tuteurs, je pense que c'est important de montrer que tu as mis le paquet quand même sur l'encadrement pour l'accueil de ces salariés. Je crois que tu as un tuteur pour 4 salariés. On te demande, est-ce qu'ils ont eu une certification AFEST, tes tuteurs?
Alors, pas à ce stade, mais ils sont formés en qualité de tuteurs, puisque pour le coup, nous avions renforcé ça dans le cadre de tout notre dispositif apprentissage et validation des acquis. Ce sont des personnes à qui nous avions déjà confié d'autres missions, donc qui sont très clairement identifiées chez nous. On a choisi vraiment les ASDE, donc les aides-soignants les plus expérimentés. Et en plus, ça répond à une autre problématique que nous avions, c'est qu'entre le métier d'aide-soignant et celui d'infirmier, il y a un gap. Donc, entre les deux, c'est 3 ans de formation et tout le monde n'est pas prêt à se remettre sur les bancs de l'école, puisque ça ne passe à ce stade que par ça pour être infirmier. Et donc, c'est aussi une clé très, très importante pour nous parce que ça permet d'avoir un métier complémentaire, une strate additionnelle, de détacher à plein pendant ces 14 mois des aides-soignants qui vont encadrer ces futurs aides-soignants et de les amener sur un autre métier et donc de répondre aussi à un besoin que nous avions de pouvoir avoir une soupape pour des équipes qui ont fait ce métier depuis très, 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 très longtemps. J'ose dire aussi, et j'ose remercier Monoprix notamment parce que je ne sais pas comment c'est dans vos entreprises. Pour le coup, nous, on a appris de leur expérience. C'est qu'en fait, pourquoi on va aussi si vite, c'est qu'ils ont déjà identifié un certain nombre de salariés intéressés par nos métiers. Sandra Aslar, qui est la DRH du groupe Monoprix, a mis en place depuis 2 ans, dans le cadre de ces entretiens annuels, un dispositif, je trouve, qui est vraiment novateur, et d'ailleurs, nous allons la copier, c'est qu'il y a tout un dispositif autour des centres d'intérêt des salariés. Donc, elle ose poser la question qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec les objectifs premiers de l'entreprise, mais qui est tellement essentielle. Elle demande à chaque manager d'animer tout un pan de l'entretien autour d'une question des passions et des centres d'intérêt des salariés. Donc, je crois qu'elle l'intitule Parlez nous de vous. Et donc, pendant un temps au cours de cet entretien, elle va aller chercher de la matière sur ce que les salariés aiment faire en dehors de Monoprix. Alors, c'est très, très large. Hein. C'est ceux qui aiment faire du vélo, je vais vous expliquer pourquoi après, ceux qui aiment les personnes qui s'occupent de personnes âgées, des enfants en bas âge, etc. Et le fait d'avoir ça depuis 2 ans, fait qu'aujourd'hui, elle a tout un pan d'informations qui lui permettent de flécher 800 personnes identifiées en France vers les métiers du grand âge. Un certain nombre de personnes vers les métiers de la petite enfance. 2200. Et pourquoi le vélo? Parce qu'aujourd'hui, Monoprix met en place aussi un certain nombre d'autres activités et notamment en lien avec le vélo. Et donc, il va proposer ces postes-là principalement aux salariés qui ont dit qu'ils étaient passionnés par ça. Donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est là où finalement tout notre job de RH prend son sens. Hein. Pour le coup, pour avoir fait nombre de PSE dans ma carrière, je peux vous dire que ma motivation profonde, elle va davantage sur ce type de dispositif. Quand on peut le faire, bien sûr, hein, tout dépend à quel niveau nous en sommes au niveau de l'entreprise. Mais ça, c'est un point majeur qui nous permet aujourd'hui d'aller très vite pour aller parler directement aux salariés concernés. Alors, sur Paris, ils étaient 200, il y en a la moitié, finalement, qui se disent être intéressés par les personnes âgées et souhaiter en faire un métier. Mais ça permet de faire des pots qui étaient franchement, sur le papier, pas faits d'emblée. Hein. Une hôtesse de caisse chez Monoprix, la retrouver aide-soignante au chevet d'un patient ou d'un résident chez moi, ce n'était pas écrit. Et pour autant, ça se fait. Et en plus, sur les 61 de Monoprix qui ont envie de rejoindre l'entreprise Korian, qui sont actuellement justement, il y en a la moitié qui ont fait les SAS d'orientation et d'autres vont le faire là durant l'été pour une entrée au sein de l'entreprise Korian en septembre. On a 10 hommes. Et je pense que c'est aussi non, mais je pense que ça peut être aussi un moyen pour de créer des vocations. Alors, ce qu'on ne raconte pas, c'est que l'attractivité de ces métiers, post-Ségur de la santé, on a quand même une rémunération, à savoir de 180 € net par mois, qui rend les choses un peu plus attractives que ça ne l'était il y a 2 ans aussi. Et je pense qu'on a profité aussi, entre guillemets, de cette période-là pour parler de ces métiers-là. Je le dis parce que si vous avez aussi au sein de vos entreprises soit des métiers qui sont fragilisés, ben, il y a ce secteur-là et je crois que Nadège a clairement dit que tous les territoires l'intéressaient et donc on a la capacité de créer des vocations pour ces métiers-là. Mais on voit bien aussi que ce dispositif, et je pense que tu en es d'accord Nadège, peut être ciblé aussi autour de l'amélioration aussi de la qualité de l'emploi. On l'a vu chez De Richebourg, on avait beaucoup de personnes qui étaient à temps partiel, sur des horaires parfois fragmentés, avec beaucoup de temps de transport. Et tout l'enjeu, et d'ailleurs la DRH de Richebourg était très fière finalement d'être dans ce dispositif-là pour leur permettre d'accéder aussi à travers ce dispositif à un temps plein.
Oui, alors c'est tout à fait ça. Alors, ils sont passés à temps plein, donc les salariés de Richebourg, c'est moins vrai sur Monoprix, parce que majoritairement, ils sont déjà à temps complet, mais les salariés de Richebourg, qui avaient souvent d'ailleurs de multiples employeurs, vont pouvoir désormais passer à temps complet pendant la formation. Et puis ensuite, de fait, alors c'est le cas parce que chez nous recrutons à temps complet sur ces métiers, mais passer à temps complet également. Donc, ça change la donne en matière de rémunération. C'est aussi vrai pour une hôtesse de caisse chez Monoprix, hein. Tout ce travail-là en amont est essentiel et nous l'avons fait avec Siassi, qui est celui vraiment de regarder où nous en sommes des salaires moyens et des salaires individuels de chacun des participants, pour pouvoir aussi faire en sorte que ces ponts puissent se faire dans des conditions salariales intéressantes aussi pour la personne, pour le candidat au projet. Et la proximité du domicile, De surcroît, quand on le peut. Quand on le peut, oui. Alors, comme nous avons 400 établissements, ça permet effectivement de faire en sorte de les rapprocher. Chez De Richebourg, on a divisé par 3 le temps de trajet des candidats. Donc, c'est effectivement majeur. Nadège, les 12 personnes de Richebourg ont commencé il y a à peu près un petit mois, un peu plus, un mois. Euh, que dit aujourd'hui au sein de ton entreprise par rapport aux partenaires sociaux? Comment ils ont accueilli le dispositif? Je crois que ça a été important. On le sait qu'il y avait plutôt unanimité côté Monoprix et côté de Richebourg. Mais au sein de ton entreprise, comment ils sont accueillis et comment Alors, les partenaires sociaux réagissent? en toute honnêteté, au départ, ils étaient un peu frileux la première fois que nous en avons parlé. Alors, c'était en amont du dépôt de notre dossier en décembre 2020, pardon. Mais frileux notamment pour nous demander la garantie que finalement l'argent que nous mettions sur la table pour accompagner des salariés qui sont d'un autre secteur ne se ferait pas au détriment de ce qu'on mettait en place pour nos propres salariés, puisque c'est vrai que historiquement, nous accompagnons l'ensemble de nos salariés sur des parcours qualifiants, avec une validation des acquis qui a lieu annuellement, donc une campagne par an. Nous accompagnons entre 400 et 500 personnes chaque année. Donc, très clairement, l'objectif est de dire, OK, on est d'accord pour s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité, mais faites attention aussi, prenez des engagements vis-à-vis des salariés, ce que nous avons fait, puisque je vous l'ai expliqué au départ, l'objectif est vraiment que ce soit un état additionnel. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis fière de ça, c'est que la CFDT a souhaité en témoigner dans le cadre du Capital Market Day qui s'est tenu auprès des investisseurs cette semaine. Donc, ce n'est pas la DRH France qui en a parlé, c'est la CFDT. Donc, voilà, tout est dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe derrière le rideau, et c'est à la fois les opérationnels qui se saisissent du sujet parce qu'ils y voient un intérêt majeur, et à la fois les organisations syndicales qui le portent, c'est déjà le début d'une réussite. Donc maintenant, ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir aller plus loin et faire en sorte de mailler le territoire. Alors, il y a une nécessité quand même d'avoir une proximité des entreprises, hein, donc à la fois en termes de rémunération, je trouve en termes de culture d'entreprise, ça me paraît assez évident également. Et puis de faire en sorte, parce qu'il faut que nous puissions organiser des sas d'orientation, si nous n'avons pas qu'une seule entreprise qui puisse faire un sas d'orientation pour 10 personnes, avoir pourquoi pas, quand on est à l'état régional sur les différents territoires, plusieurs entreprises que l'on met ensemble pour pouvoir avoir des sas d'orientation multiples. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est ce que nous sommes en train de construire pour la suite. Nous qui avons participé, en effet, on va dire à la rencontre de ces DRH, ce qui nous semble important, c'est en effet d'avoir des équipes RH hyper mobilisées. On aura besoin de tout le monde. Chez Monoprix, c'est tous les directeurs de magasins, les managers de proximité qui ont rencontré les personnes, qui ont transmis le BSI générique, qui par la suite les ont invités à la réunion d'information collective. Donc voilà, ça demande quand même, on a fait un gros travail aussi sur les adresses, sur les domiciles, versus après les établissements qu'ils pouvaient rejoindre. Il y a eu un gros boulot en amont, vous pouvez l'imaginer aussi, sur une forme d'enquête de rémunération. On n'est pas allé à chercher et malheureusement, nous savons qu'ils sont en difficulté, le secteur industriel pour l'emmener dans le grand âge parce qu'on savait que dans le secteur industriel, on gagne en moyenne entre 15 à 20% de plus. Donc tout ça, c'est important. Un deuxième point, c'est la culture et les valeurs. Je crois que c'est essentiel parce que ça permet d'avoir un message extrêmement cohérent vis-à-vis des salariés. Le troisième, c'était un projet pilote, donc pour nous, c'était important de le faire. Là, on était assuré d'avoir un sas d'orientation qui nous permettait vraiment, c'était un gage de réussite, de faire des tests psychologiques, de savoir que les personnes qui allaient aller
au sein de l'entreprise Corian avait été vu par une tierce personne qui validait la capacité de la personne, l'empathie de la personne, la bienveillance et surtout la motivation pour le projet. Et je pense qu'entre INVI, INRH et le CEP, on a là quand même une alchimie qui permet d'avoir le maximum de garanties et de régler voilà, toutes les difficultés que peut rencontrer le salarié. Donc, un partage de valeur, je pense que ça compte bien sûr dans la marque employeur et dans l'image RSE, mais ça ne doit pas être, comme tu l'as dit, du marketing social, absolument Non. pas, parce que ça demande du boulot, même s'il y a un cabinet qui peut passer du temps, notamment avec les acteurs institutionnels. On a eu un gros boulot à travers aussi la recherche des entreprises sources. Néanmoins, ça demande un engagement et je crois que ce qui est important pour moi, en tout cas aussi dans le dispositif, c'est les partenaires sociaux. Ils sont à tous les niveaux, au niveau de l'accord GEPP dans l'entreprise source, au niveau de l'entreprise d'accueil, bien évidemment, parce que voilà, c'est comme l'a dit Nadège, c'est un enjeu. Il ne faut pas voir ça comme de la concurrence par rapport aux accompagnements qu'ont droit les salariés de l'entreprise. Mais c'est aussi, et c'est AT Pro qui a une gestion donc déléguée par l'État, c'est aussi la place d'AT Pro et c'est leur rôle aussi dans le cadre de leur commission pour voilà. Donc c'est un vrai, personne n'aurait réussi seul, je pense, cette Non. affaire-là. Aujourd'hui, c'est une fierté. Karine vous a mis dans le lien un lien sur le site internet où vous allez retrouver les témoignages de Nadège, de Malika Bouchekiwa, qui est la DRH de Richebourg, de Sandra Aslar, qui est DRH de l'entreprise Monoprix. Il n'y est pas encore, mais il va l'être parce qu'actuellement, ils sont dans les phases d'orientation. Vous allez retrouver aussi beaucoup de témoignages de salariés de Richebourg, voilà, qui vous raconteront aussi comment ils ont vécu les choses. Je pense qu'on a là aujourd'hui un dispositif qui permet de favoriser et on a aussi autre chose. Je trouve le lien entre deux entreprises autour de ces enjeux-là. Et on le voit, même les organisations, je pense au MEDEF notamment, qui a salué ce dispositif et le rôle de l'entreprise Corian. Je pense que ça, c'est aussi un élément important. Vous avez été soutenu par votre branche, par votre... Oui, on a été. Bah, il y a l'OPCO qui joue un rôle effectivement, mais enfin, c'est vrai que tu fais preuve de beaucoup d'humilité, Myriam, mais je pense que le dispositif n'aurait pas pu exister comme il existe aujourd'hui sans CIACI et sans la capacité que vous avez eue aussi à aider le ministère à modifier un certain nombre de choses pour que finalement il soit simple, ce dispositif. C'est pas gagné d'avance. Donc ça, on peut vous en remercier parce que ça va changer la donne, en tout cas sur nos métiers, pour pouvoir attirer des personnes qui, jusqu'à présent, ne se donnaient pas les moyens d'aller voir ailleurs. En fait, Sandra m'expliquait encore hier que des hôtesses de caisse, quand on leur pose la question de savoir ce qu'elles sont en capacité de faire ailleurs, en tout cas chez elles, ce qu'elles répondent, c'est rien de plus que faire de la caisse. Donc c'est compliqué et aujourd'hui, le fait de se mettre ensemble et que vous ayez pu comme ça dépeindre un dispositif qui met tous les acteurs au même niveau et qui nous permet d'avoir des financements qui sont des financements quand même importants. Enfin, les financements publics à hauteur sur ce dispositif-là, vous les avez mentionnés tout à l'heure, mais ça peut être de zéro reste à charge pour l'entreprise, ce sont des petites entreprises, donc les moins de 300, jusqu'à un reste à charge qui est de 40% de la rémunération. Donc c'est quand même aussi majeur. Et quand on voit ce que peut coûter un PSE par ailleurs, y compris sur l'image de l'entreprise médiatique, hein, tout ça c'est aussi très très intéressant à saluer très en amont. Il y a une chose que je n'ai pas dite et pourtant qui est cruciale, c'est que dans les sas d'orientation, ce qui est important aussi, et on voit que les salariés se décident finalement à passer sur le nouveau secteur, c'est à partir du moment où ils rencontrent finalement des opérationnels. Donc c'est fort sympathique de rencontrer des managers, les DRH, etc. Mais finalement, la clé du succès, c'est de rencontrer pour nous des aides-soignants, pour vous, ça sera certainement les métiers visés, parce qu'ils parlent avec leur cœur, ils expliquent leur quotidien avec à la fois les difficultés qu'ils rencontrent, donc ils parlent vrai. Et nous, ça se passe le jeudi, en fait. Donc, il y a 3 premiers jours qui sont plutôt consacrés aux tests, à l'explication du métier. Et puis, le jeudi, il y a ces rencontres. Eh bien, quand on les voit le mercredi, quand on les voit le jeudi soir, c'est plus tout à fait la même chose. Certains ont déjà eu le déclencheur qui dit « Ok, j'y vais. Je veux devenir une future Madeleine », pour pas les citer, mais quand même, qui est notre Elle est aide-soignante remarquable. expérimentée. Et c'était super intéressant d'avoir ces témoignages-là qui dit moi, je veux être une Madeleine. Donc, moi, je veux pas être aide-soignante diplômée d'État. Je veux être comme Madeleine chez Corian. Donc, et ça c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus un dispositif porté par la DRH.
c'est un dispositif porté par tout un corps social que sont nos aides-soignants, par nos managers et par la DRH. Donc, je peux vous dire que ça transcende beaucoup de choses et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une énergie super positive. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Mettez-y quelques heures et un peu d'énergie et franchement, ça, on vous le rendra bien, y compris les partenaires sociaux. Merci beaucoup, Nadège. Alors, il y a une dernière question justement de Khalil Aloul. Peut-être pour toi, Bertrand, puisqu'on nous demande si le CDI doit être à temps plein. Oui, alors, en théorie, non. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement faire du temps partiel. En pratique, vous aurez plus de mal à attirer des personnes sur des temps partiels parce que les rémunérations seront plus faibles. Hein, donc, c'est un problème de pratique et d'attractivité du métier. Mais en théorie, vous pouvez parfaitement proposer des temps partiels, bien sûr. Oui, et je le rappelle, ça a été dit ce matin, mais je le rappelle, lorsque la personne était à temps partiel dans l'entreprise source et qu'elle va être donc à temps plein dans un parcours de formation dans l'entreprise d'accueil, c'est l'État qui a accepté sur nos projets, et je pense que ça fera vraisemblablement jurisprudence, qui a accepté de faire le complément de rémunération. Voilà, on était très heureux ce matin de Myriam, partager avec vous. Oui, pardon. excuse-moi, j'ai une dernière question. On me demande, est-ce que le support de présentation sera envoyé? Bien évidemment, ainsi que le lien sur le site internet. Merci vraiment à Nadège Plou pour Merci Myriam, merci Bertrand. sa confiance et ce beau projet. On essaiera de vous donner des nouvelles de ces salariés auxquels, enfin vraiment, on leur souhaite une belle continuation. On a eu des moments extrêmement forts avec elles et avec eux, hein, puisqu'on va avoir bientôt 10 hommes, je le rappelle, et ce qui est quand même une bonne chose. C'est pour nous, voilà, on inscrit les activités de conseil de CSI dans du conseil responsable. Je pense que voilà, on est vraiment dans ce qu'on a envie de continuer à développer. C'est une belle première expérience qui peut être développée dans d'autres secteurs. Là, je pense qu'on a commencé peut-être par le plus compliqué, un diplôme d'État, d'aide-soignant, une profession réglementée avec une formation qui est de 14 mois en VAE inversé. On voit bien que sur d'autres métiers, je pense notamment au transport, à la logistique, dans ce type de métier, on aura peut-être des formations qui seront moins longues et qui seront peut-être plus simples, donc avec des enjeux notamment de rémunération un peu moindre. En tout cas, on est très content d'avoir été un peu pionnier en la matière. 80 salariés sur transition collective, on espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, je n'oublie pas le mot de Nadège, elle a des besoins sur tout le territoire. Donc, le BSI générique existe pour Corian. Si vous souhaitez aussi peut-être être intéressé pour des orientations vers l'entreprise Corian, le dispositif est toujours là et il est particulièrement bien rodé. Et je peux vous dire que les équipes du groupe Corian sont particulièrement accueillantes. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous envoie bien évidemment le PowerPoint ainsi que le lien vers le site Passerelle. Bertrand, le mot de la fin? Écoutez, je pense que c'est quelque chose c'est un dispositif qui a de l'avenir, à condition que les entreprises en fait fassent preuve d'innovation et de capacité donc à discuter ensemble aussi, parce que on dira jamais assez que au-delà de l'importance évidemment d'avoir un conseil en ingénierie, il faut aussi que les DRH et les deux entreprises arrivent à bien se parler ensemble et à ce que ce soit très fluide. C'est quand même une des conditions de succès importantes. Et un grand merci à Nadège Plou, qui est toujours aussi remarquable. Bravo d'avoir été la DRH pionnière en la matière. Merci beaucoup Myriam. Passez une bonne journée. Excellente journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.